En décembre 1989, le Japon représentait 45% de la bourse mondiale. Les analystes parlaient de miracle économique. Tokyo était le centre du monde financier. 35 ans plus tard, le truc a commencé à s'effondrer complètement et il aura fallu 34 ans aux investisseurs japonais pour simplement retrouver leur mise de départ. Pas leur gain, leur mise de départ. Aujourd'hui, les États-Unis pèsent 61% de la bourse mondiale et je pense que vous voyez où je veux en venir. Si vous avez un ETF au World, vous êtes exposé à plus de 60% aux actions américaines. Si le scénario japonais se répète, même partiellement, vous pourriez attendre des décennies avant de revoir votre capital. Alors, la vraie question, c'est comment profiter de la croissance américaine sans tout miser sur un seul pays. Parce que la vraie question ici n'est pas quand le prochain crash arrivera. La vraie question, c'est serez-vous forcé de vendre en panique quand ça arrivera. Parce que le vrai danger, ce n'est pas la chute elle-même, c'est votre réaction à la chute. Une perte de 40% n'existe que si vous vendez. Si vous gardez vos positions, vous pouvez espérer profiter de la remontée. Alors pourquoi je dis espérer? Parce que si historiquement on a toujours constaté une remontée, on ne peut pas dire que ça arrivera encore dans le futur. Par définition, l'avenir est incertain. Je m'appelle Alain Poncelas, j'investis depuis 25 ans et j'applique les principes que je vais vous présenter immédiatement quand j'investis mon propre argent. Dans cette vidéo, je vais vous montrer un cadre concret pour traverser un crash sans y laisser sa chemise. Les règles à suivre, les critères à appliquer et ce que vous pouvez vérifier directement sur votre portefeuille dès aujourd'hui. Voilà les 3 piliers que j'utilise personnellement et une checklist en 5 points pour ne jamais faire l'erreur qui ruine tout. Avant de parler de produits ou de prévisions, voilà ce que je vérifie systématiquement. Si vous cochez ces 5 cases, vous traverserez un crash sans vendre au pire moment. Premièrement, la réserve de sécurité. Avez-vous assez de cash pour ne jamais toucher à vos placements, c'est-à-dire entre 6 et 12 mois de dépenses courantes? Deuxièmement, le budget de perte. Quel montant en euros vous pouvez voir disparaître sur une chute de 40% sans paniquer et tout vendre? Troisièmement, la répartition géographique. Êtes-vous sûr de ne pas avoir plus de 50 à 60% de votre argent sur un seul pays, même s'il vous semble invincible aujourd'hui? Quatrièmement, la règle de retour à la cible. Avez-vous décidé à l'avance quand vous reviendrez à votre répartition initiale? Une fois par an ou quand ça dévie de 10 points? Et cinquièmement, le pare-feu comportemental. Avez-vous écrit noir sur blanc? Je ne vends pas quand c'est la panique. Vos décisions doivent être liées à vos règles, pas à vos émotions qui varient, surtout dans certains moments. Si vous n'avez pas ces 5 points en place, le crash n'est pas un problème de marché, c'est un problème de plan. Et maintenant, on va détailler les 3 piliers qui rendent cette checklist possible. Le premier pilier ici est aussi le plus fondamental, avoir du cash en réserve. Et attention, pas du cash pour investir, du cash pour survivre. Alors, pourquoi est-ce que c'est si important? Parce que les licenciements arrivent pendant les récessions, c'est-à-dire exactement au moment où les marchés s'effondrent. Vous vous retrouvez avec une double peine, vous perdez votre emploi et vous êtes obligé de vendre vos placements au plus bas pour payer le loyer. Maintenant, prenons un exemple concret pour que ce soit clair. Imaginons que vous gagnez 3 000 euros par mois, avec des charges fixes de 2 500 euros. Un matelas de sécurité de 6 mois, ça représente donc environ 15 000 euros en cash. Pas investi, disponible immédiatement sur un compte courant ou un livret. Alors, certains ici vont préférer avoir 12 mois de réserve, d'autres vont jusqu'à 24 mois de réserve. Tout dépend de la stabilité de votre emploi et de vos responsabilités familiales, évidemment. Le bon montant, c'est celui qui vous permet de ne jamais être obligé de toucher à vos placements en cas de coup dur. Évidemment, ce matelas de sécurité a un coût. Vous perdez environ 2 à 3% de rendement par an sur cet argent qui dort. Mais c'est le prix de la tranquillité. Et croyez-moi, cette tranquillité n'a pas de prix quand les marchés dévissent. Et alors, le livret A dans tout ça? À 1,7% de rendement depuis août 2025, avec l'inflation actuelle, vous êtes à peu près à zéro en termes réels. C'est pas un placement, c'est une réserve de sécurité. Et la différence ici est cruciale, il ne faut pas confondre les deux. Mais avoir du cash ne suffit pas. Encore faut-il savoir combien de risques vous pouvez vraiment encaisser. Et c'est là que va intervenir mon deuxième pilier. Le deuxième pilier consiste à déterminer exactement combien de pertes vous pouvez supporter. Et attention, je ne parle pas de ce que vous vous dites pouvoir encaisser quand tout va bien et que les marchés montent. Je parle de ce que vous ressentirez vraiment avec un moins 40% affiché sur votre écran. Maintenant, faisons l'exercice ensemble. Vous avez 50 000 euros investis. Un crash de 40% survient, ça arrive. Vous ouvrez votre application et vous voyez 30 000 euros. 20 000 euros ont disparu. Sur le papier, évidemment, mais disparu quand même au moment T.
Alors, votre conjoint commence à s'inquiéter, les journaux annoncent la fin du monde économique. Dans cette situation, quelle serait votre vraie réaction? Si la réponse que vous faites, honnête, est je vends tout pour arrêter l'hémorragie, alors vous êtes à un niveau de risque trop élevé pour votre tempérament. Et c'est pas une honte à avoir. Au contraire, c'est une information cruciale qui va vous éviter de faire une erreur catastrophique. Voilà les ordres de grandeur à garder en tête. Si vous êtes à 100% en action, vous devez vous préparer psychologiquement à voir votre portefeuille chuter de 40, voire 50% dans les pires scénarios. En revanche, avec un mélange moitié action, moitié obligation, les chutes maximales tournent plutôt autour de 20 à 30%. Prenons un autre exemple chiffré. Vous avez 100 000 euros à investir et après réflexion, vous déterminez que la perte maximale que vous pouvez supporter sans paniquer est de 20 000 euros. Dans ce cas, votre répartition devrait être d'environ 50% en actions, pas plus. Et l'âge, ici, va entrer en ligne de compte. À 25 ans, une chute de 50% est un non-événement parce que vous avez 30 ou 40 ans devant vous pour récupérer. À 55 ans, mon âge, en revanche, cette même chute peut décaler votre retraite de 5 ans, ce qui change complètement la donne. Un dernier point important, diversifier ne signifie pas éliminer le risque. Les obligations peuvent aussi baisser. Le risque euro-dollar existe et même un portefeuille bien construit peut perdre de la valeur. Vous réduisez le risque, mais vous ne l'éliminez jamais complètement. Ce qui nous amène au troisième pilier, celui que les investisseurs japonais en 89 auraient vraiment dû connaître avant de tout miser sur leur marché local. Le troisième pilier est simple à énoncer mais difficile à appliquer. Ne jamais tout miser sur un seul pays. On va reprendre l'exemple japonais pour bien comprendre l'enjeu ici. L'investisseur qui était à 100% investi sur le marché japonais en 89 a obtenu un rendement de 0,07% par an pendant 35 ans. Autant dire qu'il n'a rien gagné du tout. Pendant ce temps, celui qui avait réparti son argent avec 40% au Japon, 60% sur le reste du monde, lui a obtenu entre 7 et 8% par an. Même capital de départ, même date de départ, mais avec un résultat quand même radicalement différent à l'arrivée. Aujourd'hui, beaucoup d'investisseurs français mettent tout leur argent sur le S&P 500 américain. C'est compréhensible vu la performance des 15 dernières années. Mais réfléchissez une seconde. Concentrez 60% de votre patrimoine sur un pays qui représente 4% de la population mondiale, c'est exactement ce que faisaient les Japonais en 89, quand ils pensaient que leur marché allait dominer le monde pour toujours. La traduction en bon français, il faut répartir géographiquement. États-Unis, bien sûr, mais aussi Europe, Asie développée et une part sur les marchés émergents. Est-ce que vous allez moins gagner si les États-Unis continuent leur course folle avec ce type d'allocation? Oui, c'est possible. Mais vous ne perdrez pas tout si une région vacille. Et sur 30 ans d'investissement, c'est cette protection qui fait la différence. Alors, le fameux MSCI World dans tout ça, c'est l'ETF préféré des investisseurs passifs, souvent présenté comme la solution de diversification. Mais attention, il n'est pas aussi neutre qu'on veut bien le croire. La composition actuelle du MSCI World, c'est environ 60% d'actions américaines. C'est certes mieux que 100% sur le S&P 500, mais vous restez quand même très exposé à un seul pays. Ce que ça signifie concrètement, si les États-Unis sous-performent pendant 10 ans, exactement comme le Japon après 1989, votre ETF World en souffrira significativement, même s'il s'appelle World. Pour réduire cette concentration, vous avez trois options à considérer. La première consiste à compléter votre ETF World avec un ETF spécifique sur l'Europe ou les marchés émergents, voire les deux. La deuxième option est d'utiliser un ETF World à pondération égale ou un ETF World ex-US qui exclut les USA. Et la troisième option, la plus simple, est de vous fixer une limite personnelle. Jamais plus de 50% de votre argent sur une seule zone géographique, quoi qu'il arrive. Parlons maintenant de la règle de retour à la cible parce qu'elle est essentielle. Une fois par an, prenez 10 minutes pour vérifier si votre répartition a dérivé de plus de 5 à 10 points par rapport à ce que vous aviez décidé. Si c'est le cas, revenez à votre cible initiale. Cette discipline vous force à vendre ce qui a beaucoup monté pour acheter ce qui a baissé, c'est-à-dire exactement l'inverse de ce que fait l'investisseur qui panique. Un dernier rappel sur le sizing, le dimensionnement de votre part en action. Elle dépend directement de votre budget de perte, celui qu'on a calculé dans le deuxième pilier juste avant. Si vous avez déterminé que vous ne supportez pas une baisse de plus de 30%, alors ne mettez pas 80% en action. Et même sur un ETF diversifié géographiquement. Avant de conclure, laissez-moi vous mettre en garde contre trois erreurs que je vois constamment. La première erreur est de confondre diversification et immunité totale. Un ETF World reste composé à 60% d'actions américaines et ce n'est absolument pas sans risque.
Et il faut pas se raconter d'histoire là-dessus. La deuxième erreur est de calibrer sa tolérance au risque quand tout monte. C'est facile d'être courageux en période de hausse. Le vrai test, c'est de vous imaginer honnêtement avec moins 40% sur votre écran. Et si cette image vous donne des sueurs froides, vous êtes probablement trop exposé. La troisième erreur, peut-être la plus dangereuse, est de ne pas avoir de règles écrites à l'avance. Sans plan noir sur blanc que vous pouvez relire en période de stress, vous prendrez des décisions sous le coup de l'émotion. Et l'émotion, en période de crash, dit toujours la même chose. Vends tout maintenant. Je voudrais terminer avec deux exemples historiques qui illustrent parfaitement ces principes. Le premier concerne la tech américaine entre 2000 et 2010. Après l'éclatement de la bulle Internet, les dot-com, le Nasdaq a mis 15 ans à revenir à son sommet précédent. Ceux qui avaient tout misé sur la technologie ont dû attendre une génération entière pour récupérer leur mise. Le second exemple concerne les banques européennes depuis 2007. Certaines d'entre elles n'ont tout simplement jamais récupéré leur niveau d'avant-crise, même 17 ans plus tard. La diversification sectorielle compte aussi, pas seulement la diversification géographique. Maintenant, je vais arrêter de faire le malin et je vais parler de ce que je ne sais pas, parce que soyons clairs ici, je suis pas omniscient. Je ne sais pas quand le prochain crash arrivera. Je ne sais pas quelle sera son ampleur. Je ne sais pas combien de temps durera la récupération, parce que l'écart peut être énorme. En 2020, le marché a chuté de 34%, puis s'est entièrement récupéré en seulement 8 mois. En 2008, il aura fallu attendre 5 ans pour revenir au niveau d'avant-crise. Ce que je sais en revanche, c'est que ces trois piliers fonctionnent dans tous les scénarios. J'investis mon propre argent avec ces principes, je n'ai aucune commission d'affiliation sur les produits dont je parle, on gagne ensemble ou on perd ensemble. Après cette vidéo, vous comprenez maintenant les principes. Mais pour les appliquer concrètement, calculer le matelas de sécurité adapté à votre situation, définir votre vrai budget de perte et mettre en place vos règles de gestion, j'ai préparé une formation gratuite sur 7 jours. Vous recevrez un email court par jour avec une action concrète à réaliser. C'est entièrement gratuit et le lien est en description. Et si vous voulez savoir comment je commencerai à investir en 2026 si je repartais de zéro, je vous recommande la vidéo qui s'affiche.